Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes, le podcast, avec un petit film super sympathique dont on va parler cette semaine, qui est The Big Hit de Kong Kong, un petit peu oublié aujourd'hui. C'était une de ces petites prods en fait, de la fin des années 90. Et je suis avec mon ami Julien Dupuis pour en parler. Comment ça va, Julien ? Ouais, ça va, écoute. Écoute, alors on s'est rabiboché après le fameux épisode autour de Big Hit, justement. Charlie's Angels. Voilà. Mais je te connais dans les coins. Voilà, je me suis dit, je vais lui ça. proposer Big Hit. Ah, je me suis tout dit, seul, quoi. Putain. Finalement, il est pas ça si va, mauvais. je reviens. C'est un bon bougre. J'oublie tout. Voilà. Et qui est un film, moi, que j'ai pu voir plusieurs fois à l'époque où c'est sorti et que j'avais un petit peu mis de côté pendant quelques années. Moi aussi. Et là, j'ai ressorti mon Blu-ray quand on a décidé d'en parler. Moi, j'ai ressorti ton Blu-ray. Voilà. Et apparemment, toi, t'as été un petit peu déçu par le film, mais moi, je trouve que ça tient encore bien la route. Non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Après, c'est un film de son époque, vraiment, quoi. Clairement, ouais. C'est une prod de Terence Young qui en fait, avait accompagné le déplacement vers les États-Unis de John Woo, et qui, du coup, a participé, en fait, à cette... avènement des grands cinéastes hongkongais à Hollywood, en fait, qu'on a vu émerger à la fin des années 90. Et c'est un film qui vraiment appartient à ça. Début des années 90 pour John Woo. Ouais, fin début des années 90 pour John Woo, puis après, en fait, ça s'est passé dans le courant des années 90, voilà, c'est ça. Et là, ça fait complètement partie de ça. Alors évidemment, là, c'est pas John Woo, c'est pas Chwark, Kong Kong, c'est pas tout à fait la même stature, mais par contre, c'est un réalisateur quand même efficace, pas si prolifique que ça, en fait. Là, ça fait 20 ans qu'il a pas fait de film. C'est même, je crois. En fait, il a signé un téléfilm aux États-Unis, un truc que j'avais regardé à l'époque en vidéo assez horrible, avec Ice-T, je crois, qu'il a signé d'ailleurs sous le nom d'Alan Smithy. Ah, d'accord. Donc, du coup, voilà. Et je crois que c'est son dernier film en tant que réalisateur. Ce qui est assez curieux, parce que lui, il estimait en fait que ça allait en fait lancer une nouvelle carrière aux États-Unis, et c'était une prod qui s'était, parce que ce choc des cultures, on va dire, parce que c'était vraiment le cas en fait, même si Hollywood avait besoin en fait d'avoir du sang neuf qui vienne de Hong Kong pour revigorer en fait un cinéma d'action qui était un petit peu probablement fatigué et éreinté, et puis même si de leur côté à Hong Kong, avec la récession à la Chine, aussi un marché qui était aussi peut-être probablement en train de s'effriter un petit peu. Ils avaient aussi besoin de la force de frappe d'Hollywood. Donc il y avait une rencontre en fait là qui faisait sens. Il y avait quand même malgré tout un choc des cultures qui se produisait et qui pouvait à l'occasion faire des dégâts. Alors, parfois des dégâts savoureux, fois des dégâts un peu. On va te donner quelques titres pour contextualiser. Donc John Woo, c'était Hard Target, Chasse à l'homme en 93, exactement. Broken Arrow en 96. Et évidemment Volte-Face en 97, mais ça je pense que pour le coup on fera un essai sur deux vidéos dessus, quoi, un de ces quatre, sur John Woo de manière générale aussi, et Tsuyark, c'était donc les deux Van Damme, c'est-à-dire Double Team et Knock Off, qui pour le coup est un retour à Hong Kong. Voilà. Et il y avait aussi Ringo Lam, Risque Maximum. Et c'est d'ailleurs le seul qui a vraiment retourné ensuite avec Van Damme au début des années 2000. Et il y avait aussi Chow Yun-fat quelque part. C'est-à-dire que c'était pas un réalisateur évidemment. Enfin c'est pas un réalisateur. Pourquoi j'en parle au passé du pauvre Chow Yun-fat, quelle horreur. Mais c'était plus beaucoup non plus. Mais c'est vrai. Mais par contre quand il arrivait en fait dans un film, il venait avec un bagage, un univers. C'est une star d'auteur, on pourrait dire. À tel point que justement son entrée en matière à Hollywood, c'était un film à la Hong Kong mais américanisé qui était un tueur pour cible de Antoine Fuqua, voilà. Que moi je trouve horrible, mais qui est intéressant parce que ça participe totalement de cette vision et de ce côté en fait dévitalisation en fait de ce qui pouvait faire l'énergie en fait du cinéma de Hong Kong. Et ce qui est cool en fait dans The Big Hit, c'est que ça reste un petit film, donc moi je veux pas le survendre non plus pour les gens qui ne l'ont jamais vu, mais par contre ça fait partie de ces rencontres heureuses, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne là-dedans, qui est assez cohérent. Et d'ailleurs c'est un film qui n'a pas vraiment été fait dans la douleur, c'est un film qui s'est un peu cherché, notamment sur le ton et notamment sur le personnage principal, puisque c'est Mark Wahlberg là qui joue le héros du film. Son premier film d'action d'ailleurs. Son premier film d'action, mais c'était pas Mark Wahlberg à l'origine, c'était Jason Scott Lee, je crois. Non, il y a plein d'acteurs qui sont passés. Mais c'était vraiment un véhicule pour Jason Scott Lee, et ça aurait été, j'imagine, enfin c'est comme ça que Terence Young le présentait en tout cas à l'époque. C'était censé être un film un peu plus, disons, premier degré, enfin avec moins de gags, etc. Et avec Mark Wahlberg est arrivé en fait un
un ton hyper décalé, parce que The Big Hit, c'est un film d'action, on va y revenir probablement dessus, mais c'est avant tout peut-être une comédie, c'est-à-dire que c'est le mec de la classe moyenne américaine qui est trop bon, trop con, qui est en train de faire un burn-out parce que tout le monde est en train de lui cracher au visage, de lui manquer de respect, et puis de tirer la couverture à eux et de l'épuiser en fait en le sollicitant à mort. Sauf que le twist, le gag, c'est que Mark Wahlberg a beau être un mec de la classe moyenne américaine, c'est un tueur à gages aussi. C'est ça en fait son métier, même s'il le cache à sa femme. Et c'est là en fait où le film va twister, va jouer en fait sur de l'humour noir et résoudre en fait tous ces conflits-là dans des scènes d'action plus ou moins inspirées, mais toujours en tout cas je trouve assez sympathique. Et ce qui est assez étonnant, moi je trouve dans le film, c'est que je parlais de Rencontre heureuse par exemple, un truc qui est intéressant pour rester donc sur le côté un peu comédie, c'est que en règle générale le cinéma hongkongais est quand même un cinéma très asexué par exemple. Quand il y a du sexe, c'est vraiment des trucs assez enfantins, ou à part quelques exceptions, genre Green Snake et tout, et c'est assez naïf. Et alors là, je vais pas faire croire que The Big Hit a un film hyper sexué, mais ça l'est beaucoup plus. En tout cas, moi, j'aurais eu du mal à imaginer ça, en tout cas dans le cinéma de Hong Kong de l'époque, en fait, d'y aller comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'humour avec un poulet, notamment une scène de cuisine et tout. Ouais, ils farcissent le poulet. Voilà, qui est assez, on va dire, qui est assez graphique, qui a une obsession pour les qu'il soit féminin ou masculin aussi, qui est assez, la masturbation, pour assez marrant. Il y a tout un gag aussi sur la masturbation. Il y a un personnage qui n'est défini que comme ça en fait, un des copains de Mark Wahlberg, et ça marche bien en plus. Bookie Woodbine, et c'est drôle parce qu'en fait c'est un personnage qui apparemment donc là à l'époque il devait avoir 25-30 ans en fait. Dans le film, ça doit être ça. Et en fait, il baisse depuis l'âge de 10 ans. Donc, il a jamais connu la masturbation. Et d'un seul coup, il se rend compte que alors, c'est assez macho, d'ailleurs, comme logique, quoi. Mais en fait, il se rend compte que oui, non, mais voilà. Oui, mais c'est complètement... Il fait le chemin inverse, le mec, tu vois. C'est ça qui est rigolo, quoi. C'est qu'il se rend compte qu'en fait, il gagnerait de l'argent à se masturber plutôt que d'avoir des nanas, en fait, des copines, quoi. Donc, du coup, il part là-dessus, quoi. Et il essaye de convaincre tout le monde. En fait, il fait du prosélytisme sur la masturbation, quoi. Et il est tout le temps... il y a même un payoff, en fait. Voilà, et chaque scène où il est, il apparaît, il y a une référence à ça, y compris quand c'est censé faire avancer le scénar. Il y a un moment donné où il appelle Mark Wahlberg pour le prévenir que les autres viennent le chercher, quoi. Et en fait, il est à l'aéroport en train de se casser. Il lui dit tu devrais faire la même chose. Et puis il est en train quand même de commander en fait de la crème pour les mains. Tout en se musclant la main aussi avec des appareils improbables, quoi. Donc c'est de l'humour assez gras, bas du front, mais oui, totalement. Avec un petit truc quand même. Bon, alors c'est anecdotique, mais il y a un truc aussi. Disons que c'est un film qui ose tout aussi, y compris sur, par exemple, la femme de Mark Wahlberg et d'une famille juive, et il y a des grosses blagues qui sont c'est du sitcom pur, mais assez vénère là-dessus, quoi, qui sont vachement étonnantes. Et il y a aussi ce truc sur la vie en banlieue, et qui a un truc marrant, et que je mets moi sur le compte de Kirk Kong quand même, qui arrive en fait à Los Angeles, en tout cas sur la côte ouest, puis qui se rend compte par exemple de cette architecture improbable. Alors c'est petit dans le film, mais il y a 3-4 plans, c'est presque du Édouard de Main d'Argent. C'est-à-dire il y a un plan notamment avec tous les pères de famille, à un moment le dimanche, qui sortent en même temps pour faire la tondeuse. Il y a le personnage de Mark Wahlberg qui se trompe d'entrée de maison parce que toutes les maisons sont semblables, et son voisin qui se fout de sa gueule avec son voisin, voilà. Et puis il y a un plan aérien aussi d'une banlieue délirante, et où il joue manifestement sur le côté très graphique de ça. Il joue d'autant plus que le film a été tourné à Toronto, donc ça, je pense que ça fait partie des images qu'ils ont dû enquiller auparavant sur la côte ouest américaine. Alors le truc qui est peut-être aussi un petit peu rigolo, je trouve, avec The Big Hit, c'est que, et c'est là aussi où c'est qu'en fait on s'attendait pas forcément à ce que Kirk Kong dérive dans le cinéma, enfin dans la comédie d'action, quoi. Parce que Kirk Kong à Hong Kong, c'est quand même à la base, alors pour les spectateurs français qui ont peut-être eu la chance de le voir en salle, c'est un des premiers. C'est-à-dire, il a une petite importance parce que c'est un des premiers, réalisateurs à avoir sorti un film en France, quoi, qui était Gunmen.
avant John Woo, voilà, John Woo, il avait sorti Syndicat du crime en vidéo. Gunman qu'on pourrait présenter par une espèce de, je sais pas, des Incorruptibles. C'est Incorruptibles version chinoise, en fait. Chinoise, quoi, version voilà. Et qui était un film workshop. Voilà, et qui est un film qui a été aussi massacré au montage, mais qui a quand même une grosse énergie, quoi. Il y a, comment dire... il avait fait OCTB. Il avait fait OCTB, Crime Story, où il a donné peut-être un des premiers rôles vraiment sérieux à Jackie Chan. Bon, il s'est fait virer du tournage sur Crime Story, mais malgré tout, il a quand même donné cette impulsion. Il a participé là, parce que tu reconnais, il y a un triptyque à cette époque-là de films pour Kirk Kong qui est donc Crime Story, OCTB, Organized Crime and the Triad Bureau, et Rock'n'Roll Cop, qui sont 3 films en fait qu'il a fait plus ou moins en même temps, qu'il a enquillé, et qui dénotent de ce côté assez sérieux, assez noir, et qui sont pas forcément, je crois que par exemple ça n'a pas été des succès faramineux, quoi. Et il est surtout connu pour ça, en fait. Donc le voir faire une comédie d'action, comme il en existe finalement beaucoup à Hong Kong, hein, mine de rien, c'est un truc qui est... Et puis vraiment des gags bien graveleux et bien... Mais pas comme ça, en fait. C'est quand même un peu plus enfantin, moi, je trouve, en général, Hong Kong. Oui, alors t'as quand même aussi... C'est plus du slapstick, par exemple. Tu vois, il n'y a pas vraiment de slapstick dans Non, mais t'as de la comédie de situation avec... Alors oui, c'est vrai, mais t'as de la comédie de situation. Hein, moi, un peu vaudevillesque, ça, c'est vrai. Tu parlais de Chow Yun-fat, par exemple, il y a un film comme Tiger on the Beat. C'était clairement, en fait, un film humoristique, la Liu Chia-Liang, et avec des grosses scènes d'action à la Hong Kong, en fait, tel que ça se faisait dans les polars de l'époque, quoi. Et voilà. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais un peu parler des scènes d'action du film, là, justement. Ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi. Elles disparaissent. Il y en a une, enfin, ça disparaît littéralement au milieu du film, hein, mais il y avait 2-3 trucs assez intéressants, et notamment, je trouve, en fait, parce que c'est un petit budget, hein, c'est 12-13 millions de dollars à l'époque, hein, même dans les années 90, c'était peu. Pardon. Et en fait, le truc, c'est que, en gros, ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils avaient réussi à faire quand même des money shots à l'époque, je trouve relativement inédits dans le cinéma d'action. Et je pense notamment à une explosion d'immeuble au début où il saute avec un... L'effet numérique a vieilli, mais l'idée est sympa. Bien sûr, il a vieilli, mais à l'époque, il était quand même relativement impressionnant pour un petit budget. Et aussi Ce qui est intéressant, c'est que, peut-être juste pour resituer le truc, il saute vers la caméra, en fait. Ouais, la caméra est en contre-plongée sur un immeuble, il y a une explosion, en fait, il saute vers la caméra, il remonte, Mark Wahlberg, hein, quand je dis il remonte, et après, moi j'aime bien ce qui se passe ensuite, il tombe en fait dans une piscine, et avec la piscine, il y a l'explosion, en fait, qui se reflète dans la piscine, et il est comme cerné, en fait, totalement par les flammes. Alors, c'est pas super beau, parce que, encore une fois, l'effet numérique, c'est un peu vieilli à cette époque-là, dans les années 90, quand t'avais pas un gros budget, les scans de pellicules et tout, c'était pas très beau souvent, quoi. C'était il a les écueils de ce type de production et tout, mais l'idée est vraiment super, et si vous faites un tout petit peu l'effort d'imaginer une fois que c'est bien fait, bien étalonné et tout, c'est vraiment des plans qui pètent. Non, quoi, en plus, le truc, c'est que on peut faire aussi une distinction avec ce plan-là. Alors, il y a un bout du plan qui est dans la bande-annonce, et on voit déjà qu'il n'était pas complètement terminé. Donc, du coup, on peut voir vraiment la différence entre on va dire, ce qui était prévu et en fait le produit fini, quoi. Et il y a ça, par exemple, et il y a notamment aussi un autre plan qui, moi, je me rappelle à l'époque, m'avait assez impressionné. Alors, aujourd'hui, c'est monnaie courante, hein, mais en fait, c'était un plan ou une take, en fait, enfin, pas une take, mais un plan comme ça, fixe. Marky Mark qui évite. Alors, je l'appelle Marky Mark, moi je l'appelle toujours Mark. J'ai beaucoup de mal. Moi je sais, mais les gens ne savent pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal à l'appeler Mark Wahlberg. Je sais pas pourquoi je bloque tout le temps. C'est comme Jennifer Lopez et J-Lo. Ils avaient qu'à pas commencer. Mais Marky Mark en fait évite une bagnole, et c'est clairement une incrustation numérique. Donc t'as une cascade qui est faite à part, et t'as Marky Mark qui court de son côté. En fait, c'est ce qu'on appelle une multipasse. C'est-à-dire que Marky Mark, il est pas filmé devant fond vert là-dessus, mais les deux images sont filmées séparément. C'est très malin. Mais dans le décor. Dans le même décor. Voilà, c'est ça. Et du coup, même si encore une fois on voit aujourd'hui que c'est une incrustation numérique, ça marche bien encore. Ça marche assez bien parce que c'est assez dynamique, quoi. Ouais. Et voilà, il y a cette notion que t'as quelques plans comme ça en fait qui vendent les scènes d'action, qui leur donnent un scope en fait un peu plus large que ce que ça pourrait être par rapport au budget, quoi. Ce qui est intéressant en fait là-dessus, c'est que ce que je disais tout à l'heure sur l'ambiance générale du film, en fait, sur cette rencontre heureuse entre l'Orient et l'Occident sur The Big Hit, effectivement, moi je trouve qu'elle se concrétise aussi avec l'action. C'est-à-dire que Hong Kong, ils étaient quand même vraiment à la masse au niveau des effets numériques à l'époque. Ils testaient et tout, mais c'était vraiment ça allait pas. Ils pouvaient pas faire ce genre de truc, quoi.
Et par contre, ils avaient cette force de frappe au niveau des chorégraphies de combat avec ce dynamisme et tout. Et ce qui s'est passé aussi sur The Big Hit, c'est un truc qui se passait de façon courante en fait sur tous ces en tout cas sur les productions Terrence Chang à l'époque, c'est que c'était des équipes en tout cas qui s'occupaient de l'action bicéphales, c'est-à-dire qu'il y avait les équipes américaines ou en tout cas nord-américaines, parce que là je crois que c'était quand même une équipe canadienne, je crois pas que c'était une équipe hollywoodienne, et une équipe hongkongaise en fait qui ne parlait en général pas anglais évidemment et tout. Et en fait parfois ça rentrait en conflit, tu sentais que les Hongkongais avaient pas pu faire ce qu'ils voulaient, et là c'est pas trop le cas, c'est-à-dire que t'as quand même, moi je trouve que t'as quand même une impression que l'Occident domine dans The Big Hit, mais il y a quand même cette énergie de Hong Kong très souvent dans les gunfights et tout. T'es pas c'est pas plombé quoi, ils sont assez dynamiques, et je trouve qu'en plus Mark Wahlberg, parce qu'il faut aussi peut-être dire que c'était son premier film d'action, enfin il avait fait juste avant le Paul Thomas Anderson dans Boogie Nights, je crois que c'est Boogie Nights en fait qu'il a fait juste avant, c'est ce qui lui permet d'être plutôt une tête d'affiche là-dessus, et les quelques films qu'il a pu faire avant. Après, je me souviens d'un thriller un peu érotique aussi. Ah ouais, alors Fear, voilà, c'est ça, James Foley qui est très mauvais, et de mémoire, voilà, ouais, mais c'était un, je sais plus, alors New Kids on the Block, ouais, c'est ça. Et puis après Marky Mark and the Funky Bunch, ou j'ai truc comme ça quoi. Donc le truc c'est que c'était un modèle, c'est-à-dire un mannequin. Il est très connu aux États-Unis pour Calvin Klein en fait, pour avoir posé sur Times Square en slibard quoi. Il est connu pour quelques morceaux de musique qui vont pas vraiment traverser en tout cas l'Atlantique chez nous quoi. Et en gros c'était un boys band quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait son frère il faisait partie des New Kids on the Block, Donnie Wahlberg, et Donnie Wahlberg qui joue le gamin qui a grandi dans Sixième Sens au tout début, celui qui tire sur le personnage de Bruce Willis. Et voilà, je le resitue un peu pour les gens, pour qu'ils aient une vision de qui c'est quoi. Et en gros, Mark Wahlberg, ouais, il était pas, enfin c'était un jeune premier, il était promis à une carrière, on va dire, mais tout était encore à faire quoi. Et effectivement, il venait de faire Boogie Nights. Mais comme on l'a dit, c'est pas un choix par défaut, hein, mais c'est un choix tardif, Mark Wahlberg dans le film, mais c'est un choix heureux aussi parce que contrairement à beaucoup aussi d'acteurs américains à l'époque, parce que c'était ça aussi le problème de Hong Kong, c'est que souvent quand ils arrivaient aux États-Unis, ils se retrouvaient avec des acteurs américains qui bougeaient pas comme les acteurs chinois. Mais Mark Wahlberg, pour le coup, c'est quand même un gros danseur, le mec, et c'est un mec hyper physique, et ça se sent et c'est bénéfique au film. C'est-à-dire que il bouge plutôt oui, pas mal. Après, bon. Même Lou Diamond Phillips, hein, d'ailleurs. Ah non, mais Lou Diamond Phillips, il est super dans le film, il est vraiment étonnant parce que c'est drôle, quoi. Lou Diamond Phillips, c'est un acteur qui est complètement oublié aujourd'hui. Percé très vite, en fait, très jeune avec La Bamba. Où il interprétait Richie Valens, ouais, qui a été un carton énorme aux États-Unis, et c'est vraiment un de ces petits phénomènes en fait qui apparaissent et disparaissent comme ça des fois dans le cinéma où le public cristallise sur un film et puis en fait on n'en parle plus jamais pendant le reste de sa carrière quoi. Là ça fait 30 ans que c'est sorti, personne me cite La Bamba comme un film, comme un grand film, donc voilà. Alors qu'à l'époque, moi je me rappelle, j'avais 12 ans, 13 ans quand c'est sorti, mais c'était un gros film quoi. Et lui pareil était promis à une carrière qui s'est assez vautrée. Il a fait quelques buddy movies, il a fait Young Guns, il a fait Young Guns, des trucs comme ça, mais en fait il a très vite disparu aussi, et c'était une espèce de petit comeback en fait, Big Hit, parce que où il joue un méchant en fait, mais il le joue avec un espèce d'aplomb il est super, il prend un plaisir communicatif quoi, à faire ça. Évidemment il surjoue quoi, hein, complètement, ouais. Mais je pense que dans un film comme ça c'est pas un problème pas du quoi. tout, ouais. Et il est vraiment drôle, et puis il réussit à être parfaitement détestable, ce qu'il faut quoi. Mais ils sont tous plutôt bon, hein, moi je trouve. Léla Rochon, elle est vraiment rigolote, par exemple. Mais c'est ce que j'allais dire aussi par rapport à Mark Wahlberg, c'est que éventuellement les acteurs les réalisateurs de Hong Kong, quand ils arrivent aux États-Unis et qu'ils doivent bosser avec Van Damme, pour moi le vrai problème c'est pas tant en fait qu'ils bougent pas comme les personnages de Hong Kong, comme les acteurs de Hong Kong ou les cascadeurs de Hong Kong, mais c'est que c'est pas, enfin à cette époque-là Van Damme n'essayait pas de jouer en fait, clairement. Donc c'était la star, il gérait le plateau, et en gros ça se voyait, et ça je pensais plus à Travolta, même si Travolta a aussi un passé de danseur et qui bouge pas si mal. Oui, mais bon, t'as Nicolas Cage aussi, tu vois, donc on peut, voilà. Mais après le truc c'est que Mark Wahlberg il est plutôt bon, il est bon dans la comédie, il est bon dans l'action, et c'était
c'était ça aussi la révélation du film. Alors moi, Il fait bien le con. Ouais. T'as bien l'impression qu'il est con, quoi. Bah, parce que je pense qu'il y a Il est un peu con, tu penses? Ouais, je pense qu'il Bon, a- bref. Bah, en tout cas, on va dire que ces dernières années, il est. Ah, mais c'est inimaginable. C'est marrant parce que c'est juste. C'est un truc qu'on avait déjà dit sur Predator 2 ensemble, mais ce film-là, il est inimaginable aujourd'hui. Complètement. Et c'est inimaginable, évidemment, que Mark Wahlberg refasse un film comme ça aujourd'hui, vu comment. Enfin, Ouais, puis ses maintenant il est retournements parti et tout, sur quoi. d'autres trucs, il est beaucoup plus sérieux. Mais en fait, le truc, disons, c'est que ce qu'il faut peut-être préciser pour être clair sur ce que c'est Big Hit pour les gens qui l'ont pas vu, il y a clairement en fait une logique, dans le bon sens du terme en tout cas, de sitcom en fait, vraiment derrière. Il y a vraiment une partie qui se passe dans la maison de Mark Wahlberg qui prend, le film il fait 1h30, ça doit bien prendre 45 minutes bien tapé. Hein. Voilà, parce que en fait, on n'a même pas résumé l'histoire. Mais en gros, tu l'as résumé en parlant du personnage, mais en gros, c'est un kidnapping qui tourne mal parce qu'en fait, ils ont kidnappé la personne qu'ils ne devaient pas kidnapper. Et Enfin, ils ont kidnappé la personne qu'ils n'ont pas kidnappée, mais le père ne peut pas payer la rançon, alors du coup, ça tourne mal, quoi. voilà, mais en même temps, aussi, l'autre truc, c'est que en fait, c'est la gamine qui est kidnappée. Et Qui a un syndrome de Stockholm, en ouais, fait. puis la petite fille, c'est la filleule, pardon, de leur boss, en fait. Donc c'était un job à part. Voilà. Donc, des trucs comme ça. Je le précise parce que, mine de rien, comme tu l'as dit, en fait, tout à l'heure, on parlait de personnages qui se masturbent, il y a un payoff, tu vois, sur ça. Et c'est là où le film est plutôt pas mal écrit, je trouve, en fait, et il fonctionne plutôt bien. C'est que chaque gag est tiré jusqu'au bout, en fait. Donc le petit payoff sur le personnage de Bokeem Woodbine, il est assez marrant. Mais alors moi, il y a une anecdote là-dessus, et il y a un truc que je trouve très très drôle, et c'est tout le trip autour de King Kong 2. Ah, c'est génial. C'est-à-dire, c'est trop bien, quoi. ils choisissent un film qui est King Kong 2. Et Ok, il faudrait qu'on consacre un podcast, une vidéo. Il faut faire une vidéo. Jour, ouais. Faut faire une vidéo je te sur laisserai King faire. Kong Mais alors King Kong 2, et pour l'anecdote, en fait, alors donc tout le trip autour de King Kong 2. Alors attends, peut-être que King Kong 2, vite, très très rapidement, c'est une super production qui suivait le remake de King Kong de John Guillermin, produit par Dino De Laurentiis, surproduit, j'ai envie de dire, par Dino De Laurentiis, et ils ont fait une suite dans les années 80 avec Linda Hamilton en tête d'affiche. Et c'est un film qui a coûté très cher et qui est totalement improbable, avec King Kong qui tombe amoureux d'une femelle King Kong qui met des mains au cul, et puis un garçon presque l'impression qu'elle est vaguement maquillée. Ouais, non, mais c'est un film improbable, quoi, un truc dingue, quoi. C'était une grosse production des années 80, complètement oubliée. Et c'est complètement gonzo, et c'est hyper drôle. C'est super drôle, coup, c'est génial. Hein. Et du coup, c'est ça le gag, en fait, c'est que c'est un film qui est complètement improbable, et Mark Wahlberg l'a loué en VHS, et le gamin qui tient le vidéoclub, en fait, qui l'appelle et le harcèle, en fait, pour qu'il ramène la cassette. Donc il y a un vidéoclub dans The Big Hit, hein, voilà, qui a même beaucoup d'importance. C'est là aussi où c'est un film des années 90. Et le gag là-dedans, en fait, c'est qu'il le tire vraiment jusqu'à la corde, parce que tous les persos en fait, veulent garder la cassette. Enfin, il y a deux persos qui veulent garder la cassette, notamment un perso qui, et moi ça m'a toujours fait hurler de rire, ils sont au lit en train de le regarder, et puis en fait ils voient une scène, ils sont en train de parler complètement d'autre chose, et là le mec à la fin il ponctue la scène en disant j'adore ce film. Et là tu te dis il est hyper premier degré, quoi. Et voilà, donc ça c'est assez marrant. Ça revient donc jusqu'à la fin du film, comme pas mal de gags et tout. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui nous suivent sur nos ciné, en fait c'est la source d'inspiration pour le running gag sur Anaconda à la base. Voilà. Ça venait de là, en fait. J'aurais pu citer King Kong 2 directement, mais j'ai choisi mon propre film. C'est plus drôle qu'Anaconda, King Kong 2. Bien sûr, mais après il fallait trouver quelque chose. J'aurais pu mettre Congo. C'est plus drôle que Congo encore. King Kong 2, c'est vraiment drôle. C'est un film aberrant, et on vous le conseille. On vous conseille Big Hit et King Kong 2. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, vous aurez envie de voir King Kong 2 après avoir vu Big Hit, je pense. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Donc Big Hit, moi, je trouve que c'était une bonne petite redécouverte. En fait, à le revoir, c'était assez plaisant. Comme tu disais, le meilleur rôle d'Elliot Gould. Ah ouais. N'en déplaise à Robert Altman et aux fans de Friends. Je disais off, mais bon, merci Stéphane. Bah, je te signe. Merci de m'avoir. Non, mais merci. Je balance. Ridicule. Ouais, je vois bien. Bon. Et merci en tout cas, Julien. Bah non, mais merci à toi. Voilà, merci Kong. Merci Kong, et merci Mark Wahlberg, puisqu'on se quitte sur quelques Marky Mark, surtout Marky Mark, parce qu'on se quitte sur quelques notes de Don't Sleep. C'était le tube
Alors le tube c'était pas un tube, hein, mais qu'il a sorti pour le film en fait, qui est un rap années 90 quoi. À mort. Voilà quoi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve. Merci Alain Mercier. Merci Alain, merci à la technique. Bah, je l'oublie attends. toujours. Mais je l'oublie toujours, c'est parce qu'en fait il est dans la pièce, donc du coup voilà, tu vois, il check. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter. J'en ai presque marre de les citer parce que vous le savez quoi. YouTube, sur lesquels on fait des essais vidéo, Deezer, Spotify, etc., etc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Day to day, no doubt, representing in the realest way. This is how it is, making man a feat. Hardcore like that, motherfucker, don't sleep.